La grande salle du château de Thornridge sentait la fumée des torches et la vieille pierre. Elle sentait aussi cette tension particulière qui s'accumule dans les pièces où des hommes puissants se sont réunis trop longtemps sans but. C'était la fin de l'après-midi dans les hautes terres du Montana. La lumière ambrée qui filtrait par les hautes fenêtres cintrées peignait de longs rectangles dorés sur le sol. Elle glissait sur les bannières brodées du loup d'argent de la lignée des Thornridge. Elle se reflétait sur les bottes polies des conseillers, et elle illuminait l'ancien piédestal qui se dressait au centre de la salle, tel un monument à la patience. Et reposant sur ce piédestal, depuis plus longtemps que quiconque ne pouvait s'en souvenir, se trouvait la lame de lune. C'était une épée qui ne ressemblait à aucune autre dans le royaume. Sa lame avait la couleur d'un ciel d'hiver juste avant l'aube, entre l'argent et le bleu pâle. Elle semblait posséder sa propre faible luminescence, même dans les heures les plus sombres de la nuit. La poignée était sculptée dans un bois que personne n'avait pu identifier. Il était sombre, dense et chaud au toucher, malgré la pierre froide sur laquelle il reposait. Des veines d'argent le parcouraient, captant la lumière comme une rivière reflète la lune. L'inscription à la base de la lame avait été copiée et étudiée par tous les érudits de trois royaumes. Aucun ne s'était accordé sur sa traduction complète. Mais tous étaient d'accord sur un fragment, choisi par le sang, non par la force. Pendant des générations, cette inscription n'avait eu aucune signification pratique. Elle était décorative, poétique. Le genre de choses qui sonnent magnifiquement, mais n'obligent personne. Jusqu'au jour où tout a changé. Le Conseil Alpha s'était réuni cet après-midi pour des affaires de routine, des accords commerciaux avec les meutes de l'Est, un conflit frontalier dans les vallées du Nord, la nomination de deux nouveaux commandants de garnison. Le roi Alpha Garrett Thornridge présidait le tout depuis le grand trône de pierre, à l'extrémité de la salle. Sa large carrure s'installait dans le fauteuil ancien avec une aisance qui ne parlait pas de confort, mais de possession. Garrett était un homme qui occupait l'espace différemment des autres. Non pas parce qu'il l'exigeait, bien qu'il le pouvait et le ferait si nécessaire, mais parce que l'air lui-même semblait se réorganiser autour de lui, comme si la pièce comprenait instinctivement que c'était là que passait l'axe du pouvoir. Il avait 32 ans et semblait avoir été taillé dans les montagnes qui entouraient le royaume. Il dépassait la plupart de ses généraux d'une tête entière. Sa carrure ne venait pas de la vanité, mais de décennies d'usage réel. De larges épaules, des bras qui avaient tiré des cordes de siège et soutenu des loups blessés. Des bras qui avaient une portée plus de poids que quiconque dans la salle n'oserait le mentionner à voix haute. Ses cheveux étaient dorés, de l'or chaud et ensoleillé du blé de fin d'été. Ils tombaient en vagues souples juste en dessous de sa mâchoire, ni tout à fait courts, ni tout à fait longs. Ils étaient perpétuellement en léger désordre, d'une manière que ses intendants avaient depuis longtemps renoncé à corriger. Sa barbe était courte et précise, taillée de près le long de la mâchoire, s'assombrissant légèrement au menton. Elle n'adoucissait en rien la ligne dure de sa bouche quand il était mécontent. Et aujourd'hui, il l'était, bien que personne dans la pièce ne l'aurait deviné en le regardant. Garrett Thornridge était extraordinairement doué pour paraître parfaitement calme, tout en étant profondément malheureux. Les délibérations du Conseil s'étaient prolongées de 2 heures de plus que prévu, principalement parce que le seigneur Ravencroft, un homme qui n'avait jamais de sa vie rencontré un silence qu'il ne se sentait pas obligé de combler, avait offert des opinions non sollicitées sur des sujets entièrement hors de sa compétence. Ravencroft avait peut-être 50 ans. Il était anguleux, avec des cheveux d'argent. Il avait les yeux d'un homme qui a passé des décennies à observer les erreurs des autres et à les cataloguer pour un usage futur. Il se considérait comme la personne la plus stratégiquement intelligente dans n'importe quelle pièce où il entrait. Et il avait raison assez souvent pour que personne n'ait encore réussi à le contredire. C'est lors d'une brève accalmie, tandis que Ravencroft faisait une pause pour remplir sa coupe, que l'un des plus jeunes guerriers, un bêta à la large poitrine nommé Ronan, connu pour essayer trop fort et accomplir trop peu, s'est levé de la table du conseil. Il s'est dirigé vers le piédestal avec l'assurance désinvolte et embarrassée de quelqu'un qui a décidé d'accomplir un acte de bravoure spontané et espère que tout le monde le regarde. Je réfléchissais, annonça Ronan à personne en particulier, enroulant ses 2 mains autour de la poignée de la lame de lune, à ce vieil objet. Garrett ne dit rien. Il observait. Ronan tira.
son visage rougit, les tendons de son cou ressortirent. Ses bottes cherchèrent une prise sur le sol de pierre, et un grognement sourd lui échappa. Puis il sembla réaliser qu'il grognait, et s'arrêta brusquement, lâchant l'épée et reculant comme s'il avait eu l'intention de faire exactement cela. L'épée n'avait pas bougé. Elle ne bougeait jamais. Elle n'avait pas bougé depuis 150 ans, sous le règne de 4 rois alpha successifs. À travers les conquêtes et les sécheresses, et l'ascension et la chute de 3 dynasties voisines, des guerriers plus forts que Ronan, des guerriers sans doute plus forts que Garrett, avaient tenté d'extraire la lame de lune. Ils n'en étaient en reparti qu'avec une fierté meurtrie. Ravencroft, qui était assis sur le côté gauche de la table du conseil, telle une ombre qui aurait décidé de porter des vêtements coûteux et d'assister à des réunions, s'autorisa un mince sourire. « Eh bien, dit Ravencroft, sa voix portant ce mélange particulier d'amusement et de mépris qui était son registre signature. Peut-être pouvons-nous enfin mettre un terme à la notion romantique que quelqu'un va retirer cette épée. » Il fit un petit geste théâtral vers le plafond, comme s'il comptait des points invisibles. « Je crois qu'on a tenté 412 fois depuis le règne du roi Aldridge. 412 alphas, généraux, fils de roi. » Il marqua une pause pour l'effet. « Rien en ce monde ne peut bouger cette épée de sa pierre. C'est une relique, une décoration, une pièce de métal assez chère qui donne à la salle un air convenablement ancien et auguste. Rien de plus. » Plusieurs conseillers ricanèrent. Ronan était retourné à son siège et étudiait sa coupe avec une grande intensité. Garrett ne dit rien. Il avait déjà entendu ce discours, ou du moins des variations de celui-ci, et il ne l'avait jamais trouvé aussi satisfaisant que Ravencroft semblait le penser. Il y avait quelque chose dans la certitude de la voix du vieux seigneur qui avait toujours vaguement irrité Garrett, bien qu'il n'ait jamais pu articuler exactement pourquoi. Peut-être était-ce parce que Garrett avait grandi avec les anciennes histoires. Son père les lui avait racontées, et le père de son père avant lui. L'histoire de la Lame de Lune et de l'ancienne lignée des gardiens lunaires, les gardiens d'une alliance plus ancienne que le royaume lui-même. Peut-être était-ce parce qu'il avait toujours senti, d'une manière obscure qu'il aurait hésité à admettre à voix haute, que l'épée attendait encore, qu'elle n'avait pas encore trouvé de raison d'abandonner. Il s'est avéré qu'il avait raison. À l'autre bout de la salle, presque invisible dans la longue ombre du soir projetée par le mur ouest, une jeune femme interrompit son travail. Son nom était Lyra Whitmore. Elle nettoyait la salle depuis 3 heures, ce qui en soi n'avait rien de remarquable. Lyra nettoyait la salle la plupart des jours, ainsi que 6 ou 7 autres grandes pièces du château de Thornridge. Elle nettoyait aussi les couloirs qui les reliaient, les escaliers qui y menaient, et les antichambres qui y étaient attachées. Elle avait 17 ans, était de rang oméga, et était venue travailler au château 4 ans plus tôt. Les circonstances de son arrivée étaient rarement discutées. Les registres du château ne les décrivaient que comme un placement en service volontaire. C'était le langage officiel poli pour ce qui arrivait quand une jeune fille oméga, sans famille, sans meurtre et sans ressources, avait besoin d'un endroit pour dormir et manger, et était prête à échanger son travail contre cela. Lyra était menue, pas exactement délicate mais étroite, le genre de minceur qui vient d'une vie de dur labeur et de repas à peine suffisants. Sa peau était pâle, presque lumineuse. La pâleur de quelqu'un qui passe ses journées à l'intérieur, dans des couloirs de pierre où la lumière arrive de seconde main, filtrée par le verre et renvoyée par les murs. Ses cheveux étaient blancs, pas le blanc argenté de l'âge, mais un vrai blanc pur. Le blanc de la neige fraîche, du clair de lune sur l'eau calme. Elle les portait attachés en un chignon lâche à la base de son cou, car les cheveux détachés et les manches de balai ne coexistent pas confortablement. Sa robe était rouge. Le genre de rouge qui avait été vif et qui était maintenant le souvenir du vif. Lavé et usé jusqu'à une approximation délavée et effilochée de la couleur d'origine. Elle lui allait assez bien aux épaules et tirait légèrement sur les coutures, à la manière des vêtements qui ont été raccommodés plus de fois qu'ils n'étaient censés l'être. Elle était, de toutes les manières visibles, la personne la moins remarquable de la salle. Elle était consciente de la réunion du conseil, bien sûr. Elle avait spécifiquement organisé son nettoyage autour de la périphérie du conseil, en restant près des murs, en se déplaçant silencieusement, en se faisant petite. C'était une compétence qu'elle avait soigneusement cultivée pendant 4 ans. L'art d'être présente sans être remarquée,
d'occuper l'espace sans le revendiquer, l'art de faire son travail si efficacement et si silencieusement que les gens autour d'elle cessaient de remarquer son existence. Ce n'était pas une compétence heureuse à avoir développée, mais elle était utile. Elle avait entendu la tentative de Ronan sur l'épée. Elle avait entendu la déclaration de Ravencroft. Elle avait continué à passer la serpillière. Et puis quelque chose a changé. C'est arrivé sans avertissement. Il n'y eut aucun changement spectaculaire de lumière, aucun son, aucun événement extérieur que Lyra put identifier par la suite. Un instant, elle déplaçait la serpillière dans son rythme habituel sur le sol de pierre. L'instant d'après, il y eut quelque chose. Une sensation, un appel, une résonance qui traversa son corps de la plante des pieds au sommet de son crâne en l'espace d'un seul battement de cœur. Ce n'était pas douloureux, ce n'était pas exactement effrayant, bien que ce fût assez surprenant pour qu'elle s'arrête complètement de bouger et reste très immobile. C'était comme un son, sauf que ce n'était pas un son. C'était comme une voix, sauf qu'elle n'avait pas de mots. C'était comme être appelé par son nom dans une pièce bondée. Cette qualité spécifique, immédiate et indubitable d'une convocation qui vous était destinée et à personne d'autre. Lyra leva les yeux. La lame de lune était à 30 pieds, reposant dans sa pierre, brillant faiblement dans la lumière de fin d'après-midi. Elle était passée devant 1000 fois. Elle n'avait jamais fait ça auparavant. Elle a failli détourner le regard. Elle se dit fermement, de manière pratique, avec la voix intérieure sensée qu'elle utilisait pour se dissuader des choses susceptibles de causer des problèmes, qu'elle était fatiguée et que son imagination travaillait trop. Elle devait finir la section sur laquelle elle était et passer à la pièce suivante. L'appel revint, plus fort cette fois. Pas effrayant, mais insistant, comme quelque chose de très patient qui a attendu très longtemps et a décidé que maintenant, enfin, l'attente était terminée. Lyra posa sa serpillière. Elle se dit qu'elle n'allait pas toucher l'épée. Elle allait seulement s'approcher un peu plus, juste pour voir, juste pour comprendre ce qu'était ce sentiment. La partie rationnelle de son esprit n'était plus entièrement aux commandes. Elle traversa la salle, elle garda les yeux baissés, elle était vaguement consciente de la table du conseil à 20 pieds sur sa gauche, des hommes assis autour, de la pause dans leur conversation, alors qu'elle traversait leur champ de vision. Elle sentit leur conscience d'elle, comme on sent un changement de température. Cette qualité spécifique d'attention qui était aussi une évaluation et aussi un rejet. Elle entendit l'un des conseillers rire. « Maintenant, les serviteurs vont essayer », dit un homme qu'elle ne reconnut pas. Un des représentants des meutes extérieures, pensa-t-elle, en visite pour les discussions commerciales. Sa voix avait la chaleur particulière de quelqu'un qui trouve l'idée d'elle vraiment drôle. Lyra ne leva pas les yeux. Elle s'arrêta au piédestal. La lame de lune était plus proche qu'elle ne l'avait jamais été délibérément. L'inscription à sa base était lisible d'ici. Elle n'avait jamais essayé de la lire auparavant. Choisie par le sang, non par la force. Les veines d'argent de la poignée captaient la lumière de l'après-midi et la dispersaient en petits motifs mouvants sur la pierre. L'appel était très fort maintenant. Il n'était plus du tout effrayant, d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer et n'aurait pas essayé. C'était comme rentrer à la maison. Elle leva la main droite. Ses doigts se refermèrent sur la poignée. Le bois était chaud, plus chaud qu'il n'aurait dû l'être. Plus chaud que ne le justifiait l'air froid de la salle. Chaud à la manière de quelque chose de vivant. Elle sentit les veines d'argent contre sa paume, leur texture délicate et en relief. Et puis elle sentit autre chose. Une sorte de reconnaissance qui montait dans sa main, dans son bras, et se propageait dans sa poitrine comme un accord joué dans une tonalité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, mais qu'elle connaissait déjà d'une manière ou d'une autre. Elle tira. L'épée se libéra. Sans effort, sans résistance. Elle glissa hors de la pierre ancienne comme si elle l'avait reposée lâchement dans un fourreau. Comme si la pierre l'avait tenue doucement tout ce temps, la gardant en sécurité, attendant de la placer dans les bonnes mains. Il y eut un son. Pas le grattement du métal sur la pierre, mais quelque chose de plus net, de plus doux, presque musical. Un soupir de stupeur. La salle devint absolument silencieuse. Lyra se tenait là, tenant la lame de lune. L'épée était plus légère qu'elle ne l'avait prévu. Assez légère pour que son bras ne tremble pas, bien que le choc fasse à son corps des choses qu'elle commençait à peine à enregistrer.
La lame capta la lumière des hautes fenêtres et la renvoya en longs arcs d'argent sur le plafond et les murs. Elle semblait pulser très faiblement, à un certain rythme, comme un battement de cœur lent, comme la respiration calme de quelque chose d'incommensurablement vieux. Elle la fixa. Autour d'elle, le silence s'étirait, s'étirait. Le seigneur Ravencroft s'était levé. Plusieurs autres conseillers avaient fait de même. Le représentant de la meute extérieure qui avait ri ne riait plus. Ronan regardait, la bouche légèrement ouverte. Deux des gardes près des portes principales avaient fait des pas involontaires en avant, puis s'étaient arrêtés. Leurs mains étaient près de leurs armes, mais pas dessus, incertains de la menace ou même s'il y en avait une. À l'autre bout de la salle, Garrett Thornridge n'avait pas bougé. Il était assis sur son trône de pierre avec la même immobilité facile et délibérée qu'il avait maintenue tout au long des débats. Et il regardait la jeune femme debout près du piédestal, la lame de lune entre les mains. Ses yeux gris pâles étaient très immobiles et très vifs, et pleins de quelque chose qui n'était pas tout à fait de la surprise, car à un certain niveau qu'il reconnaissait à peine, il s'attendait à quelque chose comme ça depuis très longtemps. Et pas tout à fait de la certitude non plus, car la certitude, à ce moment précis, était encore en train de faire connaissance avec elle-même. Il se leva. Pas brusquement. Garrett ne bougeait jamais brusquement, ce qui était en soi une forme de pouvoir, mais avec une intention délibérée et sans hâte, de la manière dont une montagne se déplace lorsqu'elle décide d'être à un endroit légèrement différent. Tous les yeux de la salle le suivirent alors qu'il descendait les 3 marches peu profondes de l'estrade du trône et traversait le sol en direction du piédestal. Lyra avait pris conscience, de manière lointaine et secondaire, du chaos qui s'assemblait autour d'elle. Les voix qui s'élevaient, le bruit des bottes, la qualité particulière du choc qu'un grand groupe de personnes éprouve simultanément et qui a un son propre. Un changement collectif dans la respiration et la posture. Mais la majeure partie de sa conscience était encore occupée par l'épée entre ses mains, par l'étrange résonance qui la parcourait encore, par la sensation flottante et désorientée de quelqu'un qui vient de faire quelque chose qu'il ne peut expliquer et qui attend que l'univers l'explique pour lui. Elle leva les yeux quand Garrett s'arrêta devant elle. Il était proche, peut-être à 4 pieds, et elle dut pencher la tête en arrière pour croiser son regard, ce qui était déroutant en soi car Lyra n'était pas particulièrement petite. Mais Garrett était très grand, et la différence entre sa présence dans la salle et sa marche vers elle était la différence entre une peinture et une personne. Elle pouvait voir le gris précis de ses yeux, la petite ligne verticale entre ses sourcils qui n'était pas tout à fait un froncement, la façon dont la lumière des torches captait l'or de ses cheveux. Il la regarda un long moment, puis il regarda l'épée. Puis, de nouveau, elle. « Quel est votre nom? » Sa voix était basse, directe, dépouillée de toute performance. La question n'était pas rhétorique. Elle n'était pas condescendante. Il voulait vraiment savoir. « Lyra, dit-elle, sa voix sortant plus stable qu'elle ne l'avait prévu. Lyra Whitmore. Je travaille dans l'aile Est, principalement au nettoyage. » Elle hésita, puis ajouta, car elle ne savait pas quoi dire d'autre. « Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est juste que... J'ai entendu qu'il y avait un... » Elle s'arrêta parce qu'aucun des mots qu'elle avait n'était adéquat. « Je vais la remettre. »« Vous ne pouvez pas la remettre, » dit Garrett. Ce n'était pas un reproche. C'était simplement une information énoncée clairement. Il la regardait toujours avec cette attention concentrée et indéchiffrable. Et Lyra eut le sentiment inconfortable d'être vue très clairement par quelqu'un qui était très doué pour voir les choses. « Que voulez-vous dire? » demanda-t-elle. « Elle est dans cette pierre depuis 150 ans, dit Garrett. Elle n'a jamais bougé pour personne, ni pour mon père, ni pour son père, ni pour aucun alpha, aucun général, aucun prince d'aucune meute qui ait jamais essayé. » Il marqua une pause. « Elle a bougé pour vous. Je ne crois pas qu'elle retournera de la même manière qu'elle est sortie. » Il pencha légèrement la tête, un petit mouvement précis. « Je ne pense pas que c'est ce qui devait arriver. » Lyra baissa les yeux sur l'épée entre ses mains. Elle était toujours chaude contre sa paume, toujours faiblement et régulièrement luminescente. « Je ne comprends pas. »« Moi non plus, pas encore, » dit Garrett. « Mais j'ai l'intention de le faire. » Derrière eux, la salle éclata. Ce fut Ravencroft qui bougea le premier.
Et car Ravencroft bougeait toujours le premier quand il percevait une opportunité de façonner les événements avant que les autres n'aient retrouvé leur équilibre. Il contourna le bord de la table du conseil avec l'énergie concentrée d'un homme qui a déjà décidé de ce qui se passe et a simplement besoin de le déclarer assez fort pour que tout le monde accepte sa version. C'est irrégulier, dit-il, sa voix perçant le bruit croissant avec une autorité exercée. Le mouvement de l'épée doit être examiné attentivement avant que nous ne tirions des conclusions. Il marqua une pause, choisissant le mot avec une délibération visible. Il peut s'agir d'un dysfonctionnement quelconque, un affaiblissement du lien au fil du temps, une autre pause plus lourde, plus pointue, ou quelque chose de moins innocent. Il existe des formes de magie qui peuvent manipuler même des artefacts très anciens, des formes qui sont, pour le dire clairement, interdites. Le mot atterrit dans la pièce exactement comme Ravencroft l'avait prévu. Plusieurs conseillers échangèrent des regards. Les gardes près de la porte bougèrent. Le murmure qui s'était amplifié prit une qualité légèrement différente. Toujours confus, mais avec une pointe de quelque chose d'autre maintenant, la suspicion commençant à se cristalliser. Garrett ne se retourna pas immédiatement. Il soutint d'abord le regard de Ravencroft. Un long moment égal, totalement impassible. Et puis il se tourna. Seigneur Ravencroft, dit-il, sa voix parfaitement égale, parfaitement calme. Et sous le calme, comme un courant profond sous une eau dormante, quelque chose qui fit même redresser involontairement l'échine de Ravencroft. Lyra restera dans la salle, sans être dérangé, sous ma protection directe. Si quelqu'un dans cette pièce a une préoccupation spécifique et étayée, il peut me la présenter par écrit d'ici demain matin. Il se retourna vers Lyra. Suivez-moi. Ce n'était pas une demande, mais ce n'était pas cruel non plus. C'était la voix d'un homme habitué à donner des ordres et qui, à ce moment, avait ordonné quelque chose de bon. Lyra le suivit. Elle portait la lame de lune à deux mains, car cela semblait respectueux, et elle traversa la salle qui était encore à moitié en état de choc et à moitié en pleine dispute, et elle garda les yeux droits devant elle et le menton haut. Et elle se répéta, avec cette voix intérieure ferme, qu'elle n'allait pas laisser ses mains trembler. Elles ne tremblèrent pas. Garrett la conduisit par une porte latérale, dans un couloir éclairé par la lumière chaude des appliques, et dans une pièce plus petite à l'écart du passage principal. Une antichambre privée utilisée pour les réunions dont le roi ne voulait aucune trace. Meublée d'une longue table, de 4 chaises et d'une seule fenêtre qui donnait à l'est, vers la forêt et la ligne sombre et lointaine des montagnes. Il ferma la porte. Le bruit de la salle diminua pour devenir une chose étouffée et lointaine, comme le tonnerre entendu à travers les murs. Lyra se tenait au centre de la pièce, tenant toujours l'épée, et Garrett se tenait près de la fenêtre, les bras croisés et la tête légèrement baissée, réfléchissant avec la qualité concentrée et intérieure d'un homme qui résout un problème complexe en temps réel. Après un moment, il dit sans lever les yeux, « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Lyra s'assit. Elle posa soigneusement la lame de lune sur ses genoux. « Parlez-moi de votre famille, » dit Garrett. La question la surprit. « Je n'en ai pas. » Sa voix était stable. « Je veux dire, j'en avais une, mais ils sont partis. Ma mère est morte quand j'avais 11 ans. Je n'ai jamais connu mon père. J'avais une grand-mère qui m'a élevé jusqu'à mes 13 ans, mais elle est morte aussi. Je suis venu ici l'année suivante. » Elle marqua une pause. « Je suis désolé. Ce n'est probablement pas ce que vous vouliez dire. » « C'est exactement ce que je voulais dire, » dit Garrett. Il la regarda maintenant. « Votre mère, savez-vous quelque chose de ses origines? Son nom de famille avant son mariage, si elle s'est mariée? » Lyra fronça les sourcils. Son nom était Whitmore aussi. Nous l'étions tous. Je ne sais pas grand-chose d'avant elle. Elle n'en parlait pas. Elle y réfléchit. Il y avait quelque chose qu'elle disait quand j'étais très petite. Une sorte de comptine, presque, sur la lune et les gardiens. Lyra s'arrêta. Garrett était devenu très immobile. « Dites-le, » dit Garrett. Elle hésita. « Je m'en souviens à peine. » Elle la disait quand j'avais peur du noir. Quelque chose comme « Ceux qui portent la lune dans leur sang n'ont pas à craindre l'obscurité, car l'obscurité a été faite pour leur montrer le chemin du retour. » Elle secoua la tête. Je pensais que c'était juste quelque chose qu'elle avait inventé, une chose pour me réconforter. Garrett resta silencieux un long moment. La lumière du soir à travers la fenêtre s'était approfondie en cuivre et en rose,
Elle touchait le côté de son visage et transformait l'or de ses cheveux en quelque chose de plus riche, de plus chaud. Dans cette lumière, il ressemblait moins à un roi qu'à un homme. Un homme qui venait d'avoir la confirmation de quelque chose qu'il avait à moitié espéré et à moitié craint depuis longtemps. Il y a des archives, dit-il enfin, dans les plus anciennes archives du château, des documents que la plupart des gens n'ont jamais lus parce qu'ils sont dans une ancienne variante de la langue de l'Ouest et nécessitent une patience particulière pour être traduits. Il marqua une pause. Ils décrivent la fondation des gardiens lunaires, une lignée chargée il y a très longtemps de garder certaines alliances entre le royaume et des forces que la plupart des gens aujourd'hui qualifieraient de légendes. Il marqua une autre pause. La lame de lune était leur charge. Les archives disent qu'elle attendrait, à travers n'importe quel nombre de générations de dormance, qu'un membre de cette lignée se présente en temps de besoin. Lyra le regarda, puis elle regarda l'épée. « Je nettoie les sols, dit Lyra. « Je sais, dit Scarished, et quelque chose bougea dans son expression. Pas de la pitié, rien d'aussi condescendant que cela, mais quelque chose de plus doux, de plus complexe et de profondément sincère. Cela ne change rien à ce qui est dans votre sang. » Elle resta assise avec cette pensée un moment. Dehors, la dernière lueur du soleil se retirait des montagnes, laissant le ciel d'un bleu profond et clair derrière elle. Les premières étoiles perçaient. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Lyra. « Maintenant, dit Garrett, décroisant les bras et tirant l'une des chaises de la table pour s'asseoir en face d'elle. Le geste rendit la conversation différente, plus égale, plus honnête. Nous allons découvrir de quoi vous êtes capable, ce pourquoi vous étiez destiné, et nous nous assurerons que personne dans cette salle n'ait l'occasion d'interférer avec ce processus avant que nous ne le comprenions nous-mêmes. » Lyra le regarda fixement. « Le seigneur Ravencroft va causer des problèmes, dit-elle. » Garrett faillit sourire. Ce fut une chose brève, un scintillement au coin de sa bouche, disparu avant d'être pleinement arrivé. « Le seigneur Ravencroft cause des problèmes par discipline professionnelle. Je gère le seigneur Ravencroft depuis 11 ans. Je suis très doué pour ça. » Il a dit, dans la salle, il a insinué. « J'ai entendu ce qu'il a insinué, » dit Garrett. Sa voix perdit sa brève chaleur et redevint plus plate, plus prudente. « Il a insinué que vous avez utilisé de la magie interdite. Il l'a insinué bruyamment devant des témoins dans l'espoir que la suggestion prenne racine avant que je puisse y répondre. » Il marqua une pause. « C'est une tactique qu'il a déjà utilisée. » Il soutint son regard. « Je ne le crois pas, pour ce que ça vaut. »« Pourquoi pas ?» demanda Lyra. La question sortit plus directement qu'elle ne l'avait prévu. Elle n'était généralement pas aussi directe avec qui que ce soit, encore moins avec le roi Alpha. Mais la question était sincère. Elle voulait comprendre le raisonnement, pas seulement être rassurée. Garrett sembla apprécier cela. Il y réfléchit avec une réelle considération avant de répondre. « Parce que la magie interdite laisse des traces spécifiques. Je le saurais. » Il marqua une autre pause. La légère ligne verticale revint entre ses sourcils. « Et parce que votre regard, quand vous avez estiré l'épée, n'était pas celui de quelqu'un qui fait quelque chose délibérément. C'était le regard de quelqu'un qui est surpris par lui-même. » Il croisa son regard. « J'ai passé beaucoup de temps à observer les gens. Je fais confiance à ce que j'ai vu. » Lyra soutint son regard. Elle pensa à toutes les choses qu'elle pourrait dire et n'en choisit aucune, car aucune n'était adéquate. Et elle resta assise à la place dans le calme de la pièce, tandis que le soir s'approfondissait derrière la fenêtre et que la lame de lune reposait, chaude et patiente, sur ses genoux. Les jours qui suivirent furent étranges et très remplis. Lyra reçut de nouveaux quartiers. Pas grandioses, pas luxueux, mais privés. Ce qui était une sorte de luxe en soi pour quelqu'un qui avait partagé un dortoir avec 11 autres serviteurs pendant 4 ans. La chambre avait une fenêtre qui donnait au nord, vers les montagnes. Un vrai lit avec un vrai matelas. Un petit bureau et un crochet au mur où la lame de lune reposait chaque nuit, sa faible lumière comme une veilleuse, stable et douce. Garrett organisa sa rencontre avec l'archiviste en chef du château, un petit érudit ancien et extrêmement excité nommé Aldrich. Il avait passé 40 ans à étudier les documents des gardiens lunaires et avait toujours soutenu, avec une obstination que ses collègues trouvaient professionnelle soit embarrassante, que la lignée n'était pas éteinte, mais simplement dormante. Le regard sur le visage d'Aldrich quand on lui dit qui était Lyra
Et ce qui s'était passé fut l'une des joies les plus pures et les plus simples que Lyra ait jamais vues chez une personne. Il la serra dans ses bras, ce qui les surprit tous les deux, puis il s'excusa. Et puis il la serra à nouveau dans ses bras. « Je le savais », répéta Aldrich environ 7 fois dans la première heure. « Je l'ai toujours su. » Mais la chose la plus étrange, cette chose qui s'installa dans le rythme des jours de Lyra, avec le poids de quelque chose d'inévitable, de légèrement terrifiant et d'inopinément bon, fut l'entraînement. Garrett venait chaque matin, juste après l'aube, dans la cour d'entraînement derrière l'aile est. C'était un espace gravillonné, entouré de vieux murs de pierre et d'un romarin grimpant qui avait entièrement envahi le mur sud et qui sentait, dans l'air frais du matin, quelque chose entre la mer et la forêt. Il venait sans ses gardes, sans aucune des marques de sa fonction qu'il portait dans la salle du conseil. En simples vêtements de travail, un pantalon sombre, une chemise à col ample, des bottes qui avaient été réparées plutôt que remplacées. Dans la pâle lumière du matin, il ne ressemblait pas à un roi alpha, mais à un homme qui avait choisi d'être à un endroit précis et qui était simplement là. Le premier matin, il lui tendit une épée d'entraînement. Lyra n'avait jamais tenu d'épée de sa vie, ce qu'elle lui dit clairement. « Je sais, dit-il, nous allons commencer par le début. » Il était un professeur patient. Elle s'attendait à ce qu'il soit efficace et peut-être impersonnel. Il était, de réputation, quelqu'un qui valorisait la compétence et la mesurait sans pitié. Mais dans la cour d'entraînement avec elle, il y avait une qualité dans son attention qui était différente de ce qu'elle avait vu dans la salle du conseil. Concentrée, oui, précise, mais aussi sincèrement intéressée. Il observait la façon dont elle bougeait, la façon dont elle tenait l'épée d'entraînement, l'angle de son poignet et la position de ses pieds avec l'attention concentrée de quelqu'un qui apprend quelque chose plutôt que de l'évaluer. « Votre centre est ici », dit-il le troisième matin, se tenant derrière elle et plaçant une main très brièvement, très précisément, au creux de son dos. C'était un geste clinique, le genre qu'un maître d'armes utilise pour indiquer l'alignement. Mais Lyra le sentit d'une manière qui n'était pas tout à fait clinique, qui lui remonta le long de la colonne vertébrale et dans les épaules. Et elle se concentra très fort sur sa posture pendant environ 30 secondes avant de se faire confiance pour penser à autre chose. Mieux, dit Garrett, il parlait pendant les séances d'entraînement. Au début, de technique, de la mécanique de la prise, de la posture et du mouvement, de la logique du fonctionnement du corps en tant que système, de la façon dont la lame de lune, avec sa répartition de poids particulière, nécessitait des ajustements qu'une épée standard n'exigeait pas. Mais peu à peu, les conversations s'élargirent. Elle lui parla du château, de ce que c'était que de se déplacer dans les espaces qu'il occupait en tant que personne invisible. Il écouta cela avec une attention qu'elle pouvait sentir. Une attention sincère et présente qui était légèrement douloureuse parce qu'elle n'y était pas habituée et ne savait pas trop quoi en faire. « Dites-moi quelque chose que vous avez remarqué, » dit-il un matin, l'épée d'entraînement baissée, la séance touchant à sa fin. « À propos du château, quelque chose que vous ne pensez pas que je sache. » Elle y réfléchit. « Les serviteurs savent quand vous êtes de mauvaise humeur avant même que vous n'arriviez dans une pièce, dit-elle. Ils peuvent le dire à la façon dont les gardes de la porte Est se tiennent. Si les gardes sont au garde à vous, tout le monde sait qu'il faut éviter les couloirs principaux pendant l'heure qui suit. » Garrett la fixa. Quelque chose qui était absolument un sourire traversa son visage cette fois, lent, chaleureux et complètement sans défense. « C'est une information remarquablement précise. » « Les serviteurs remarquent les schémas, dit Lyra. « Apparemment, dit Garrett, puis il détourna le regard parce que le sourire avait duré un peu plus longtemps qu'il ne l'avait prévu, et il n'était pas tout à fait prêt à examiner ce que cela signifiait. Le seigneur Ravencroft n'était pas resté inactif. Au cours des 3 semaines qui ont suivi le mouvement de la lame de lune, Ravencroft avait travaillé avec l'efficacité silencieuse et systématique d'un homme qui comprend que l'opposition frontale est moins efficace que l'érosion. Il n'avait pas lancé d'assaut frontal. Garrett était trop redoutable pour que les assauts frontaux réussissent, et Ravencroft était trop intelligent pour se gaspiller de cette manière. Au lieu de cela, il semait. Il suggérait dans des conversations privées avec des nobles en visite que le mouvement de la lame de lune pourrait être un signe d'affaiblissement plutôt que d'éveil, que le pouvoir de l'épée diminuait, que son choix d'une servante Oméga non entraînée pourrait refléter une dégradation de ses anciens critères plutôt que leur accomplissement.
Il suggéra au plus ancien commandant de la garde du château que l'investissement soudain du roi Alpha dans la formation d'une servante représentait un écart alarmant par rapport aux préoccupations qui devraient occuper l'attention d'un roi. Il suggéra aux deux conseillers les plus sensibles de son influence que quelqu'un devrait officiellement demander un examen magique des revendications de lignée de Lyra. Aucune de ces suggestions n'était dangereuse individuellement. Collectivement, elles construisaient quelque chose. Garrett en était conscient. Il était conscient de la méthode de Ravencroft bien avant cette crise particulière, et il avait des gens dont la fonction spécifique était d'écouter dans les endroits que Ravencroft supposait privés. Il recevait des rapports. Il les lisait attentivement. Il ne disait rien et continuait de ne rien dire. Et il continuait de venir dans la cour d'entraînement chaque matin, observant la chose que Ravencroft construisait et attendant le bon moment pour la démanteler. Lyra en était également consciente de la manière dont les serviteurs sont conscients des choses, par la qualité du silence dans les pièces où elle entrait, par la posture altérée des gardes qui avaient été affectés à l'accompagner lorsqu'elle se déplaçait dans le château. C'était un ordre de Garrett, un ordre contre lequel elle avait argumenté, puis cessé d'argumenter quand Garrett l'avait regardé avec cette patience plate et inébranlable. Par la façon dont certains conseillers, lorsqu'ils la croisaient dans les quartiers, faisaient un léger ajustement spécifique de leur regard. Elle en parla à Garrett par un matin gris de fin d'automne, 4 semaines après l'incident de la lame de lune. Le romarin sur le mur sud de la cour était humide de la pluie récente et les épées d'entraînement étaient glissantes dans leurs mains. Ils avaient abandonné l'exercice formel qu'ils tentaient et étaient assis sur le banc de pierre bas le long du mur nord avec des tasses du thé fort et amer que l'intendant de Garrett apportait chaque matin dans la cour sans qu'on le lui demande. « Ravencroft va faire quelque chose », dit Lyra. Sa voix était calme, certaine. « Oui, dit Garrett, bientôt. Je le pense aussi. » Lyra enroula ses deux mains autour de sa tasse et regarda le ciel gris au-dessus de la cour. « Allez-vous me dire ce que c'est? »« Je ne sais pas encore exactement, » dit Garrett, « mais j'ai une hypothèse raisonnable. » Il resta silencieux un moment. « Il va essayer de convoquer une audience formelle du Conseil sur votre statut. Authentification de la lignée. Il existe d'anciennes lois qui permettent au Conseil de contester formellement les lignées revendiquées si 3 membres ou plus le demandent. Il a 3 membres. Garrett marqua une pause. Ce n'est pas illégal, c'est dans le cadre de l'autorité du Conseil. C'est conçu pour être public, contradictoire et humiliant. Le but n'est pas de réfuter quoi que ce soit. Il sait probablement qu'il ne le peut pas, mais de créer suffisamment d'incertitude publique pour que toute autorité que vous pourriez éventuellement revendiquer soit compromise avant d'être établie. Lyra resta assise avec cette pensée. Le thé était très chaud et très amer, et elle le but quand même. « Que voulez-vous faire » demanda-t-elle. « Ce que je veux, » dit Garrett avec une précision qui suggérait qu'il y avait réfléchi attentivement, « et ce que je peux faire sont des questions légèrement différentes en ce moment. » Il tourna la tête pour la regarder. Son expression dans la lumière grise du matin était très ouverte, plus ouverte qu'elle ne la voyait habituellement. L'ouverture particulière de quelqu'un qui est fatigué et a temporairement cessé de gérer son propre visage. Ce que je veux, c'est résoudre cela discrètement avant que cela n'atteigne un forum public, d'une manière qui neutralise la capacité de Ravencroft à utiliser cela contre vous ou contre moi. Ce que je peux faire, c'est soit anticiper l'audience en prenant des mesures qui la rendent caduque, soit permettre à l'audience de se dérouler et vous préparer à y résister. « Quelles actions la rendraient caduque » demanda Lyra. La question resta en suspens entre eux un moment, un peu plus longtemps qu'elle n'aurait dû. « Il y a certaines actions, dit Garrett prudemment, qui changeraient considérablement votre position dans la hiérarchie du château, qui rendraient une audience sur la lignée essentiellement inutile parce que votre statut serait établi par un mécanisme entièrement différent. » Il regarda de nouveau le ciel. « Je ne vais pas discuter de ces options pour l'instant. » Lyra regarda le côté de son visage, la ligne nette de sa mâchoire. L'or de ses cheveux assombris légèrement par l'humidité du matin. Elle pensa à toutes les choses qui n'étaient pas dites dans cette conversation. L'accumulation de non-dits pendant 4 semaines de matinée dans cette cour. Et elle pensa à la façon dont il l'avait regardée il y a 2 jours, quand elle l'avait fait rire sincèrement. Quand elle avait démontré la séquence très spécifique de jeu de jambes
qu'il lui faisait répéter depuis des jours en l'utilisant pour naviguer autour du râtelier d'épée d'entraînement sans le toucher. Et il l'avait regardé avec quelque chose qui était absolument et indubitablement du plaisir. Pour s'en défendre, une défense est entièrement non protégée. Elle pensa à ce que cela signifiait qu'il vienne ici chaque matin sans garde, en civil, dans une cour privée, pour apprendre à une servante à utiliser une épée. Elle pensa à ce que cela lui coûtait en termes de capital politique et d'opinion du Conseil d'avoir fait cela pendant 4 semaines sans faiblir. Elle pensa, il ne fait pas cela uniquement à cause de la lignée. Et puis elle pensa, non. Et puis elle pensa, mais il est déjà trop tard pour ne pas le penser. D'accord, dit-elle. Dites-moi ce que vous avez besoin que je fasse. Garrett la regarda et ses yeux gris étaient très immobiles et très sérieux. Et quelque chose bougea en eux qui était de la reconnaissance, de la gratitude et quelque chose d'autre que ni l'un ni l'autre n'était tout à fait prêt à nommer. Pour l'instant, dit-il, j'ai besoin que vous continuiez à vous entraîner, continuez à apprendre d'Aldrich. Et soyez prête, quand l'audience viendra, à leur montrer exactement ce que vous êtes. Il marqua une pause. Ce qui est plus que ce qu'ils sont préparés à comprendre. Le message arriva 3 jours plus tard. Formel, scellé avec la marque du Conseil. Une demande, dans un langage qui n'était pas tout à fait une demande, pour qu'une audience d'authentification de lignée soit convoquée dans la semaine. Signé par Ravencroft et 2 conseillers alliés. Garrett la lut dans son bureau. Lyra se tenait près de la fenêtre, regardant la première neige de la saison commencer à tomber sur les montagnes. « Ça arrive, dit-elle. »« Oui. Êtes-vous prête? » Garrett la regarda et la neige dehors capta la lumière de l'après-midi et rendit le monde brièvement et incroyablement lumineux. « La question, dit-il doucement, est de savoir s'ils sont prêts pour vous. » L'audience fut convoquée pour le premier jour de l'hiver. Garrett l'avait anticipé. Ravencroft aimait le symbolisme, et il y avait quelque chose de théâtralement approprié à organiser une contestation des anciennes revendications de lignée au solstice lorsque l'ancienne année mourait et que la nouvelle attendait de naître. Les 3 jours entre la vie formelle et l'audience elle-même furent parmi les plus intenses de la vie de Lyra. Aldrich devint un homme possédé. Il arrivait à ses quartiers avant l'aube chaque matin avec des brassées de documents, des parchemins qu'il sentait en la poussière et le temps, et la douceur sèche particulière de l'encre très ancienne. Il les étalait sur son bureau, sur son lit, sur le sol quand il manquait de surface plane. Le Conseil posera des questions sur la documentation de la lignée, dit-il, sa voix vibrant de l'énergie concentrée d'un érudit qui a enfin trouvé un élève digne de ce nom. Vous devez connaître non seulement votre lignée familiale, mais aussi les schémas, les marqueurs qui se répètent à travers les générations. Il lui montra des graphiques, des arbres généalogiques qui se ramifiaient et se tordaient comme les racines de chênes anciens. Des noms dans l'ancienne écriture, certains à peine lisibles, d'autres écrits avec un tel soin que chaque lettre était une petite œuvre d'art. Ici, dit-il en montrant un nom 3 générations en arrière de ce qu'il croyait être sa lignée. Morgana Whitmore, elle avait les cheveux blancs, et 4 générations d'avant elle, Alora de la cour de la lune. Cheveux blancs et yeux d'argent, les 2. Il regarda Lyra avec des yeux brillants et légèrement humides. La dormance supprime les marqueurs. Vous comprenez? Votre grand-mère avait probablement les cheveux plus foncés. Votre mère peut-être aussi, ou seulement légèrement pâle. Mais vous, quand le sang s'est réveillé en vous, il est revenu pur, tel qu'il était censé être. Lyra absorba cela. Elle avait toujours pensé que ses cheveux blancs étaient simplement une bizarrerie génétique, quelque chose d'inhabituel mais finalement sans signification. Apprendre que c'était une bannière, une déclaration inscrite dans son corps même de quelque chose d'ancien et de déterminé, était déroutant d'une manière qu'elle ne pouvait pas tout à fait articuler. « Que dois-je savoir d'autre ?» demanda-t-elle. Le sourire d'Aldrich était féroce et fier. « Tout, dit-il. Nous avons 3 jours. Voyons combien de 800 ans nous pouvons faire entrer dans votre tête. » Ils travaillèrent jusqu'à ce que les yeux de Lyra brûlent et que les mots sur la page commencent à se mélanger. Aldrich apporta de la nourriture qu'elle goûta à peine. Il apporta plus de thé, le même genre amer que Garrett préférait, et elle le but machinalement tout en mémorisant les noms de gardiens morts des siècles avant sa naissance. Morgana Whitmore, qui avait tenu la lame de lune pendant la guerre des 3 Pics,
et avait utilisé sa lumière pour démasquer un traître dans la propre garde du roi. Alora de la cour de la Lune, qui avait invoqué ce que les archives décrivaient comme une pluie de feux d'argent pour briser un siège qui avait duré 3 mois. Cassian Nightvale, un homme rare dans la lignée des gardiens, qui était entré dans un village frappé par la peste et en était ressorti 3 jours plus tard, les malades guéris et la maladie bannie. Bien que les archives notent qu'il était mort lui-même dans la semaine de ce qu'il avait absorbé. Le pouvoir a un coût, dit Aldrich doucement, la regardant lire ce récit. Il en a toujours eu un. Les gardiens se sont donnés à l'Alliance. C'était sa nature. Lyra leva les yeux vers lui. Suis-je censé me donner? L'expression d'Aldrich s'adoucit. Je pense, dit-il prudemment, que l'Alliance a changé. Les anciens gardiens servaient seuls. Ils n'avaient pas de partenaire, personne pour partager le fardeau. Mais vous, il fit un vague geste vers la fenêtre, en direction de la cour d'entraînement, et Lyra comprit ce qu'il ne disait pas tout à fait. Garrett m'aide à m'entraîner, dit-elle. C'est tout. Aldrich la regarda avec la patience particulière et savante de quelqu'un qui a vécu très longtemps et a déjà vu ce schéma exact de déni. Bien sûr, dit-il, c'est tout. Il retourna au parchemin. Mais Lyra resta assise un moment de plus, pensant aux matinées dans la cour, à la façon dont la main de Garrett s'était sentie sur son dos, chaude à travers le tissu fin de sa chemise d'entraînement, au sourire qu'il lui avait adressé quand elle l'avait fait rire, à la manière prudente dont il ne la touchait jamais, sauf pour enseigner, la distance délibérée qu'il maintenait, le fait qu'il n'avait jamais, en 4 semaines, dit quoi que ce soit qui puisse être interprété comme franchissant la ligne entre roi et sujet, entre professeur et élève. Et pourtant, elle retourna à la mémorisation des noms et des dates, mais la pensée resta avec elle, chaude, patiente et impossible à écarter complètement. Les séances d'entraînement continuèrent. Elle le devait. Aldrich remplissait l'esprit de Lyra d'histoire et de théorie, mais Garrett était responsable de s'assurer que son corps pourrait faire ce que le moment exigerait. Le matin, 2 jours avant l'audience, il arriva dans la cour avec une épée d'entraînement différente, plus lourde que celle qu'elle avait utilisée, plus proche du poids réel de la lame de lune. « Nous devons nous calibrer », dit-il simplement en la lui tendant. Les séances s'étaient intensifiées au cours des dernières semaines. Au début, Garrett s'était déplacé lentement, lui donnant le temps de réfléchir à chaque réponse, chaque parade et chaque coup. Maintenant, il se déplaçait à pleine vitesse et Lyra devait réagir à l'instinct ou échouer. Elle échouait souvent, mais moins souvent qu'une semaine auparavant. Et quand elle réussissait, quand sa lame rencontrait la sienne à l'angle précis pour dévier plutôt qu'absorber la force, quand elle lisait son intention dans le déplacement de son poids et bougeait avant qu'il n'ait terminé le coup, quelque chose de féroce et de brillant la traversait. Ce n'était pas tout à fait de la fierté. C'était plus fondamental que ça. C'était le sentiment d'un corps qui apprend ce pourquoi il a été conçu. « Encore », dit Garrett quand elle bloqua son coup de hold en bas et s'écarta de sa suite. Au moment où le soleil avait complètement dépassé le mur S, la chemise de Lyra était trempée et ses bras tremblaient. Mais elle l'avait battu dans 2 échanges sur 7, et le regard sur le visage de Garrett quand elle le désarma la 2e fois valait chaque muscle indolori. « Vous apprenez plus vite que quiconque que j'ai entraîné », dit-il. Ils étaient assis sur le banc, respirant fort, les épées d'entraînement posées sur leurs genoux. L'air du matin était assez froid pour que leur souffle fasse de la vapeur. « J'ai une bonne motivation, » dit Lyra. « Laquelle? » « Ne pas avoir l'air d'une imposture devant tout le conseil dans 2 jours. » Garrett se tourna pour la regarder. Son expression était sérieuse. « Vous n'êtes pas une imposture, Lyra, et vous n'en aurez pas l'air. Je vous ai vu avec la lame de lune. J'ai vu ce qu'elle fait d'entre vos mains. Le conseil le verra aussi. » Elle voulait le croire, mais il y avait un nœud d'anxiété dans sa poitrine qui se resserrait de jour en jour. « Et s'il s'en fiche? » demanda-t-elle doucement. « Et si Ravencroft a raison et que peu importe ce que je peux faire ou ce que fait de l'épée? Et s'ils ont déjà décidé? » Garrett resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était basse et absolument certaine. « Alors je les forcerai à s'en soucier. » Le poids de cette déclaration, la promesse implicite qu'elle contenait, s'abattit sur elle comme un manteau. « Pourquoi? » La question sortit avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Pourquoi est-ce si important pour vous? » Garrett la regarda, et pendant un instant, le contrôle prudent qu'il maintenait sur son expression glissa légèrement. «
Elle vit quelque chose en dessous, quelque chose de complexe, de non gardé et de profondément, férocement protecteur. Parce que vous avez tiré une épée d'une pierre qui n'a pas bougé en 150 ans, dit-il. Parce que vous portez une lignée que le royaume croyait morte, et que cette lignée est la seule chose qui nous sépare de l'oubli de ce pourquoi nous avons été construits. Il marqua une pause. Et parce que j'ai passé 11 ans en tant que roi à regarder des hommes comme Ravencroft essayer de contrôler des choses qu'ils ne comprennent pas par peur, et je suis fatigué de laisser la peur gagner. Lyra soutint son regard. La cour était très calme. Le romarin sur le mur sud bougeait légèrement dans le vent, libérant son parfum dans l'air froid du matin. « Merci, dit-elle. C'était inadéquat, mais c'était tout ce qu'elle avait. » L'expression de Garrett s'adoucit, juste un peu, juste assez. « Ne me remerciez pas encore, dit-il. Attendez après l'audience. » La nuit avant l'audience, Lyra ne put pas dormir. Elle resta allongée dans son lit, regardant la faible lueur de la lame de lune sur le mur et essayant de calmer son esprit. Mais il ne voulait pas se calmer. Il revenait sans cesse aux mêmes questions, aux mêmes peurs. Et si elle se figeait? Et si l'épée ne lui répondait pas, devant le conseil comme elle l'avait fait dans la salle vide? Et si les accusations de Ravencroft prenaient racine et qu'aucune vérité ne pouvait les arracher? Et si la foi de Garrett en elle était mal placée? À un moment donné après minuit, elle renonça complètement à dormir. Elle se leva, enroula un châle autour de ses épaules et se dirigea vers la fenêtre. Le château était calme à cette heure, de ce calme profond qui ne vient qu'aux petites heures, quand même les gardes de nuit se sont installés dans leur rythme et que le bâtiment lui-même semble se reposer. Les montagnes étaient invisibles au clair de lune, argentées, noires et incroyablement vastes. Elle pensa à sa mère, à la comptine qu'elle disait. Ceux qui portent la lune dans leur sang n'ont pas à craindre l'obscurité. Sa mère avait su quelque chose, avait porté quelque chose, et n'avait jamais dit à Lyra ce que cela signifiait. Peut-être parce qu'elle-même ne le comprenait pas entièrement. Peut-être parce que le sang avait été dormant en elle, endormi, attendant la bonne génération pour se réveiller. Lyra pressa sa paume contre la vitre froide et souhaita désespérément et inutilement que sa mère soit là, qu'elle puisse lui demander quoi faire, comment être ce que l'épée semblait penser qu'elle était. Un léger coup à la porte la surprit. Pendant un instant, elle envisagea de ne pas répondre. Il était plus de minuit, elle était en chemise de nuit, et personne ne devrait la chercher à cette heure. Mais quelque chose la poussa à se diriger vers la porte et à l'ouvrir. Garrett se tenait dans le couloir. Il n'était pas en vêtements de nuit. Il était entièrement habillé, bien que sans les couches formelles qu'il portait pour les réunions du conseil, juste une simple chemise et un pantalon. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains. Il la regarda et son expression était soigneusement neutre, mais elle pouvait voir l'inquiétude en dessous. « Vous devriez dormir, dit-il. Vous aussi. Je ne dors pas bien avant les événements importants, une vieille habitude. » Lyra s'écarta de la porte. « Voulez-vous entrer? » C'était probablement inapproprié. C'était certainement inapproprié, mais elle découvrit qu'elle s'en fichait. Et apparemment lui non plus, car il entra sans hésitation et elle ferma la porte derrière lui. Ils restèrent un moment dans la petite pièce, avec la lame de lune brillant doucement sur le mur et le clair de lune entrant par la fenêtre. « J'ai peur, » dit Lyra. Elle n'avait pas l'intention de le dire, mais une fois les mots commencés, ils ne s'arrêteraient pas. « J'ai peur d'échouer, de ne pas être capable de faire ce que vous pensez que je peux faire, que l'épée ait fait une erreur. » Garrett la regarda fixement. « L'épée n'a pas fait d'erreur. Vous ne le savez pas? »« Si, je le sais. » Il s'approcha et le clair de lune capta l'or de ses cheveux et le rendit argenté. « Savez-vous combien de personnes ont essayé de tirer cette épée, Lyra? 412 documentés, avec témoins. 412 alpha et bêta et guerriers qui étaient plus forts que vous, plus entraînés que vous, plus convaincus de leur propre valeur. » Il marqua une pause. « Et l'épée n'a pas bougé, pas une seule fois, pas même légèrement. Pendant 150 ans, elle est restée dans cette pierre à attendre. Et puis vous avez traversé une salle avec une serpillière à la main et elle vous a appelé. Sa voix était basse et absolument certaine. Ce n'était pas une erreur, c'était une reconnaissance. » Lyra sentit quelque chose de serré dans sa poitrine commencer à se relâcher, juste un peu. « Et s'ils ne le croient pas? Alors ce sont des imbéciles, » dit simplement Garrett,
Et j'ai fait carrière en gérant les imbéciles. Même malgré tout, malgré la peur, l'anxiété et le poids de ce qui allait arriver, Lyra sentit sa bouche se courber en un petit sourire. Garrett le vit et sa propre expression s'adoucit. « C'est mieux, dit-il doucement. » Ils se tenaient dans le clair de lune et le moment s'étira entre eux. Quelque chose se massait, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait nommé, mais que tous deux sentaient. Garrett s'éclaircit légèrement la gorge. « Je devrais y aller, dit-il. Vous avez besoin de repos. »« Resterez-vous? » Les mots sortirent avant que Lyra ne puisse y réfléchir. « Juste un moment. Je ne veux pas être seul en ce moment. » Garrett la regarda et elle le vit prendre une décision. « D'accord. » Il se dirigea vers la chaise près de la fenêtre et s'assit. Lyra retourna à son lit, tirant la couverture sur ses épaules, et ils s'assirent dans un silence confortable, regardant les montagnes et les étoiles. À un moment donné, sans vraiment le vouloir, les yeux de Lyra se fermèrent. Et quand elle se réveilla, c'était l'aube, et Garrett était parti. Mais il y avait une note sur la chaise où il s'était assis, écrite de sa main précise. « Vous êtes speed. Faites-vous confiance comme l'épée vous fait confiance. » Elle plia soigneusement la note et la plaça dans le tiroir de son bureau. Puis elle s'habilla des vêtements blancs de cérémonie des gardiens qu'Aldric avait trouvés pour elle dans les archives. Elle attacha la lame de lune à sa hanche et se dirigea vers la grande salle pour faire face à son jugement. La grande salle était bondée. La nouvelle s'était répandue, comme Ravencroft l'avait prévu. Ce n'était pas une audience administrative tranquille. C'était du théâtre. Les galeries en bois le long des murs étaient pleines de petites noblesses, de soldats en repos, de personnel du château qui avait trouvé des excuses pour être présent. Tout le conseil était assemblé à sa longue table, et Ravencroft était assis en son centre comme un juge se préparant à rendre un verdict. Garrett était sur le trône à l'autre bout, observant tout avec cette immobilité patiente et dangereuse dont Lyra avait appris qu'elle signifiait qu'il avait 3 coups d'avance sur tout le monde dans la pièce. Lyra descendit le centre de la salle. La lame de lune pendait à sa hanche, et à chaque pas, elle semblait pulser faiblement, comme si elle répondait à son rythme cardiaque. Les vêtements blancs de cérémonie lui allaient parfaitement, les coutures argentées captant la lumière du matin qui filtrait par les hautes fenêtres. La foule s'écarta pour elle, et sur leur visage, elle vit la curiosité, le scepticisme, l'hostilité, l'émerveillement. Tout cela mélangé dans un ragoût complexe de réactions humaines à quelque chose qui ne correspondait pas à leur compréhension du fonctionnement du monde. Elle atteignit le centre de la salle et s'arrêta. Le piédestal où la lame de lune avait reposé pendant 150 ans se tenait vide à côté d'elle, un témoin silencieux. Ravencroft se leva. « Nous sommes réunis, dit-il, sa voix portant facilement à travers la salle, pour examiner les revendications faites par une certaine Lyra Whitmore, servante de château de rang Oméga, concernant une prétendue descendance de la lignée des gardiens lunaires. » Il laissa le mot « prétendu » flotter dans l'air un moment. Le Conseil a le droit, en vertu de la charte de Thornridge, article 14, de demander un examen formel de toute revendication de lignée qui pourrait affecter la distribution des droits, titres ou artefacts sacrés au sein du royaume. La voix de Garrett traversa la salle, calme et claire. Le Conseil a ce droit. Je le reconnais. Ravencroft cligna des yeux. Il s'attendait clairement à de la résistance, et la concession facile le déstabilisa légèrement. « Alors nous procédons, dit-il, se reprenant rapidement. Ce qui suivit fut 2 heures d'examen qui donnèrent à Lyra l'impression d'être lentement démontée et réassemblée sous un examen hostile. Ravencroft commença par des questions de lignée, la documentation de sa lignée familiale, la preuve de connexion avec les familles de gardiens connus. Lyra répondit à chaque question avec la précision qu'Aldric lui avait inculquée. Elle cita des sources. Elle nomma des gardiens de 3, 4, 5 générations en arrière. Elle décrivit les marqueurs, les cheveux blancs, les yeux d'argent, le schéma spécifique des capacités qui se manifestaient à travers les siècles. Aldric était assis dans la galerie avec une pile de parchemin, prêt à corroborer chaque affirmation qu'elle faisait. Et chaque fois que Ravencroft se tournait vers lui pour confirmation, Aldric hochait la tête et citait chapitres et versets des archives. La frustration du conseiller commençait à se voir. Il changea de tactique. « Parlons de l'épée elle-même, » dit Ravencroft. « Vous prétendez qu'elle a répondu à votre lignée. »
Mais la lame de lune a été étudiée par des érudits pendant des générations. Il n'y a aucun mécanisme, aucun principe magique que nous comprenons qui ferait qu'un objet inanimé distingue les lignées. C'est parce que vous l'avez étudié comme un objet inanimé, dit Lyra. La réponse sortit plus sèchement qu'elle ne l'avait prévu, mais elle ne la retira pas. La lame de lune n'est pas un outil, continua-t-elle. C'est une gardienne d'alliance. Elle a été forgée avec un but, et ce but était d'attendre que la lignée qui l'a créée revienne. Théologie commode, dit Ravencroft avec un mince sourire. Impossible à réfuter car elle repose sur la foi plutôt que sur la preuve. Voulez-vous une preuve? La question resta en suspens dans l'air. Lyra n'avait pas prévu de le dire. Mais elle sentit la lame de lune se réchauffer contre sa hanche et elle comprit soudain ce qu'elle offrait. Ravencroft sourit largement et légèrement. Il pensait l'avoir piégée. Certainement, dit-il, démontrer cette alliance. Lyra dégaina la lame de lune. Le son de sa sortie du fourreau était net et brillant, et la lame capta la lumière du matin et la renvoya en arc d'argent sur le plafond. La salle devint silencieuse. Elle tint l'épée à deux mains et ferma les yeux. Elle pensa à ce qu'Aldric lui avait appris, aux capacités des gardiens, à la façon dont la lignée pouvait percevoir la vérité, voir à travers la tromperie, appeler la lumière des ténèbres. Elle s'était entraînée à cela en privé, dans sa chambre, tard le soir, quand personne ne regardait. De petites choses, faire briller la lame plus fort, créer de minuscules barrières de lumière. Mais elle n'avait jamais rien essayé d'aussi public, d'aussi délibéré. Elle chercha le sentiment qu'elle avait éprouvé lorsqu'elle avait tiré l'épée pour la première fois. Ce sentiment de reconnaissance, de retour à la maison. Et la lame de lune répondit. La lumière jaillit le long de la lame. Pas une lumière réfléchie, pas la lueur passive qu'elle portait normalement, mais un rayonnement actif, brillant, blanc argenté qui pulsait au rythme d'un battement de cœur. La salle haleta collectivement. Lyra ouvrit les yeux. La lumière était presque douloureuse à regarder directement, mais elle pouvait la sentir répondre à sa volonté, à son intention. La lame de lune reconnaît sa lignée, dit-elle doucement, non pas par des mécanismes que vous pouvez étudier ou comprendre, mais par alliance, par but. Elle laissa la lumière s'estomper lentement jusqu'à ce que la lame retrouve sa faible luminescence normale. Le silence dans la salle était absolu. Ravencroft se reprit le premier. Il le devait. C'était son théâtre, son moment. Une démonstration impressionnante, dit-il, mais des tours de lumière ne prouvant rien sur la lignée. Il existe des magies qui peuvent être créées de tels effets, des magies interdites conçues pour tromper. L'accusation atterrit exactement comme il l'avait prévu. Plusieurs conseillers se penchèrent en avant. La foule murmura. Lyra sentit la colère la traverser, chaude et immédiate, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Garrett se leva. La salle redevint silencieuse. Il descendit du trône et se dirigea vers le centre de la salle, vers Lyra. Ses bottes étaient bruyantes sur le sol de pierre, et chaque œil dans la pièce le suivit. Il s'arrêta à côté d'elle. « Seigneur Ravencroft, dit-il, sa voix portant cette qualité particulière de calme qui signifiait que quelque chose de dangereux allait se produire. Vous avez porté une accusation grave. Magie interdite, tromperie, fraude. » Ravencroft inclina légèrement la tête. « Je ne fais que suggérer la possibilité, Votre Majesté, dans l'intérêt de la rigueur. »« Alors, soyons rigoureux, dit Garrett. Il se tourna pour s'adresser à la salle. La lame de lune est dans ce piédestal depuis 150 ans. 412 tentatives documentées pour la retirer. Toutes ont échoué. Chaque alpha, chaque général, chaque guerrier qui a essayé. Il fit un geste vers le piédestal vide. Le seigneur Ravencroft lui-même a déclaré dans cette même salle que rien en ce monde ne pouvait bouger cette épée. Il l'a dit avec une certitude absolue, avec la conviction d'un homme énonçant un fait évident et indéniable. Il marqua une pause, et puis Lyra Whitmore, une servante sans entraînement, sans éducation magique, sans ressources autres que son propre sang, a traversé ce sol et a libéré l'épée. La voix de Garrett devint plus calme, mais d'une certaine manière plus intense. Maintenant, le seigneur Ravencroft suggère qu'elle a utilisé de la magie interdite, une magie assez sophistiquée pour tromper 150 ans de protection et de lien, une magie assez puissante pour outrepasser la force qui a maintenu cette épée dans la pierre pendant des siècles. Il regarda directement Ravencroft. «
J'ai une explication plus simple. L'épée l'a reconnue parce qu'elle porte le sang qu'elle attendait. Et le seigneur Ravencroft ne peut l'accepter, non pas parce que les preuves sont insuffisantes, mais parce que cela le terrifie. Le visage de Ravencroft devint très immobile. Je n'ai pas peur d'une servante, votre majesté. Non, acquiesça Garrett, vous avez peur de ce qu'elle représente. Un pouvoir qui existe en dehors de votre contrôle, en dehors de votre compréhension. Une alliance plus ancienne que ce royaume qui n'a pas besoin de votre permission pour fonctionner. Il se tourna vers le conseil. Et cette peur vous a conduit à instrumentaliser cette audience, à transformer un processus légitime de vérification en une humiliation publique conçue non pas pour découvrir la vérité, mais pour la détruire avant qu'elle ne puisse menacer votre position. La salle était absolument silencieuse. La voix de Garrett baissa, plus dure. Mais je ne le permettrai pas. Il regarda Lyra et son expression s'adoucit juste un peu. Lyra Whitmore porte la lignée des gardiens lunaires. La preuve est documentée. La réponse de l'épée est attestée. Ses capacités sont démontrées. Et cette audience n'a produit absolument aucune preuve pour contredire quoi que ce soit de tout cela. Il se retourna vers Ravencroft. Ce qu'elle a produit, c'est un schéma d'accusation sans substance, d'insinuation conçue pour créer le doute, là où il ne devrait pas y en avoir. Et je ne permettrai pas que ce conseil soit utilisé comme une arme contre quelqu'un qui n'a commis aucun tort. Ravencroft ouvrit la bouche pour répondre. « Je n'ai pas fini, » dit Garrett. Les mots étaient calmes, plats, absolus. Ravencroft referma la bouche. « Vous resterez à ce conseil, » continua Garrett, « parce que le processus de révocation nécessite une délibération et ce n'est pas le moment pour cela. Mais votre mandat en tant que chef du conseil est terminé, avec effet immédiat. » Il laissa cela s'imprégner. Si je vois une autre action de la part d'un membre de ce conseil conçu pour saper plutôt que pour servir les intérêts du royaume, cette délibération aura lieu très rapidement. Il regarda Lyra. Cette audience est terminée. La revendication de Lyra Whitmore est validée. Son statut d'héritière gardienne est reconnu par ce conseil et par la couronne. Il éleva la voix pour s'adresser à toute la salle. Que personne dans ce royaume ne le remette en question à nouveau. La foule éclata. Non pas en protestation, mais en autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à de l'approbation. Lyra se tenait au centre de tout cela, la lame de lune toujours entre ses mains, et sentit le monde basculer sous ses pieds. Tout avait changé. Elle n'était plus une servante qui avait tiré une épée. Elle était une gardienne reconnue, validée et protégée par la couronne elle-même. Et quand elle croisa le regard de Garrett à travers la petite distance qui les séparait, elle vit dans son expression quelque chose qui fit faire à son cœur des choses compliquées à l'intérieur de sa poitrine. De la fierté, de la certitude, et en dessous de tout cela, quelque chose de plus chaud et de plus dangereux que ni l'un ni l'autre n'avaient encore reconnu à voix haute. La salle se vida lentement. Les conseillers sortirent, certains satisfaits, d'autres mécontents. Ravencroft partit sans un mot, le visage soigneusement impassible. La foule se dispersa, leur conversation excitée et résonnant dans les quartiers. Finalement, seuls Lyra et Garrett restèrent. Ils se tenaient dans la lumière dorée de l'après-midi, la lame de lune brillant encore faiblement entre eux. « Merci, » dit Lyra. « C'est vous qui avez fait le travail, » répondit Garrett. « Je me suis juste assuré qu'ils ne pouvaient pas l'ignorer. » Il sourit légèrement, cette expression rare et sincère qu'elle avait appris à chérir. « Vous étiez magnifique là-dedans. » Lyra sentit la chaleur monter à ses joues. Vous étiez terrifiant. Dans le bon sens, de la meilleure façon possible. Quand vous vous êtes levé, c'était comme regarder une tempête qui était de mon côté. Le sourire de Garrett s'élargit juste un peu, et ils se tinrent ensemble dans la salle silencieuse, dans de la lumière déclinante, et la distance entre eux semblait à la fois incroyablement vaste et infiniment petite. Et aucun d'eux ne bougea pour la combler. Pas encore. Mais bientôt. Les semaines qui suivirent l'audience furent étranges et pleines de manières que Lyra n'avait pas prévues. Son statut au château changea du jour au lendemain. Les servantes qui avaient partagé son dortoir pendant 4 ans faisaient maintenant la révérence quand elle passait. Les gardes se mettaient au garde à vous. Les petits nobles visitant la cour demandaient des présentations, les yeux brillants de curiosité et de calcul. Elle n'était plus invisible. C'était, à sa manière, plus isolant que la pauvreté ne l'avait été. Mais il y avait des compensations.
L'entraînement continua et, si possible, s'intensifia. Garrett la poussait plus fort, la faisait bouger plus vite, exigeait une précision qui frisait la perfection. Et Lyra se montra à la hauteur, car elle comprenait que ce n'était plus seulement une question de se prouver digne de la lame de lune. Quelque chose approchait. Elle pouvait le sentir dans la façon dont la mâchoire de Garrett se crispait quand il lisait certaines dépêches, dans l'augmentation des patrouilles le long de la frontière sud, dans les conversations discrètes et urgentes entre les généraux qui s'arrêtaient quand elle entrait dans les pièces. C'est Maître Aldrich qui lui dit enfin ce que le Conseil savait déjà. Il vint à ses quartiers par une froide soirée de milieu d'hiver, le visage grave d'une manière qu'elle ne lui avait jamais vue. Il portait une carte, ancienne et détaillée, montrant les territoires au sud des hautes terres du Montana. Cade Blackthorne, dit-il sans préambule, étalant la carte sur son bureau. Seigneur de meurtre des territoires du Wyoming, il teste les frontières. Il teste comment? Le doigt d'Aldrich traça une ligne de marque qu'il avait faite à l'encre rouge. 6 villages brûlés le mois dernier, 34 morts, bétail volé, réserve de céréales détruites. Les attaques sont coordonnées, professionnelles, et chacune pousse plus profondément dans le territoire de Thornridge. Lyra fixa la carte, les marques rouges qui représentaient des vies terminées, des maisons détruites. Que veut-il? Ça, dit Aldrich doucement, c'est ce sur quoi personne ne peut s'accorder. Les demandes qu'il a envoyées sont contradictoires. Expansion territoriale dans certains messages, priorité commerciale dans d'autres, un siège au Conseil continental dans le plus récent. Il la regarda. Garrett pense que les demandes sont de la fumée, que Cade veut autre chose. Quelque chose qu'il ne sait pas comment demander directement. Et Garrett va chevaucher vers le sud dans 3 jours, termina Aldrich, avec une force de 120 hommes pour soit négocier un accord, soit mettre fin à la menace. Les mains de Lyra étaient devenues très immobiles sur le bureau. « Est-ce qu'il m'emmène » L'expression d'Aldrich se transforma en quelque chose de plus doux. Il n'a pas décidé. Ou plutôt, il a décidé de 6 manières différentes et continue de changer d'avis. Il veut votre perception là-bas, votre capacité à lire la vérité à travers la tromperie. Mais il a aussi... Le vieil érudit s'arrêta. Il a aussi peur de vous mettre en danger, termina Lyra doucement. Aldrich hocha la tête. Ce soir-là, Lyra trouva Garrett dans son bureau. Il était tard, après minuit, et elle savait qu'il serait là parce qu'il était toujours là à cette heure quand quelque chose lui pesait. La pièce était chaude grâce au feu, et des papiers couvraient toutes les surfaces, des cartes, des rapports et des manifestes d'approvisionnement. Il leva les yeux quand elle entra et elle vit la fatigue sur son visage, le poids des décisions prises et à prendre. « Vous devriez dormir, dit-il. Vous aussi. » C'était devenu une sorte de rituel entre eux, cet échange, une reconnaissance d'insomnie partagée, d'inquiétude partagée. Lyra se dirigea vers le bureau et regarda la carte étalée dessus, la même qu'Aldrich lui avait montrée, mais avec des marques supplémentaires de la main précise de Garrett. Position des troupes, route d'approvisionnement, pointe d'embuscade potentielle. « Je veux venir avec vous, dit-elle. Garrett resta silencieux un long moment. « Je sais. Alors pourquoi ne me l'avez-vous pas demandé? » Il la regarda alors et ses yeux gris étaient pleins de quelque chose de complexe et de difficile. « Parce que si quelque chose vous arrivait, si vous étiez blessé ou tué parce que je vous ai emmené dans une zone de guerre, je ne me le pardonnerai jamais. » L'aveu resta en suspens entre eux, brut et honnête d'une manière que Garrett se permettait rarement d'être. Lyra s'approcha du bureau, assez près pour voir la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, celle dont il lui avait dit qu'elle venait d'un accident d'entraînement quand il avait 16 ans. « Vous avez besoin de moi là-bas, dit-elle doucement. Pas seulement de mes capacités, vous avez besoin de quelqu'un qui peut lire la situation sans les filtres politiques que vos généraux apportent à tout. Je le sais aussi. Alors laissez-moi venir. » Garrett ferma brièvement les yeux. Quand il les rouvrit, quelque chose avait changé dans son expression, une décision prise. « Si vous venez, dit-il, vous suivrez mes ordres sur le terrain sans question, sans hésitation. Pouvez-vous faire ça? Oui. Même si je vous ordonne de battre en retraite, de me laisser derrière si nécessaire. » Lyra hésita. C'était plus difficile, mais elle comprit ce qu'il demandait, ce qu'il avait besoin d'entendre. « Oui. » Garrett hocha lentement la tête.
Alors vous chevaucherez avec nous, mais nous nous entraînerons différemment pendant les 3 prochains jours. Scénario de combat, simulation de menaces réelles. Les jeux de la cour d'entraînement sont terminés. Il la regarda fixement. Si vous entrez dans ça, vous devez être prête à tuer. Pouvez-vous faire ça? Lyra pensa au village sur la carte, aux 34 morts, aux familles chassées de leur maison par le feu. Oui, dit-elle, je peux faire ça. Les 3 jours suivants furent brutaux. Garrett fit venir ses meilleurs soldats pour s'entraîner avec elle, des hommes qui avaient combattu dans de vraies batailles, qui savaient ce que l'on ressentait au combat quand des vies étaient en jeu. Ils ne se retinrent pas et Lyra collectionna les bleus comme des insignes d'honneur. Elle apprit à se battre quand elle était fatiguée, quand elle avait peur, quand plusieurs adversaires l'attaquaient sous différents angles. Elle apprit à utiliser les capacités de la lame de lune de manière tactique. Les barrières de lumière pouvaient bloquer les armes, mais drainer rapidement son énergie. Elle avait peut-être 3 barrières complètes en elle avant que l'épuisement ne la prenne. Elle devait choisir quand les utiliser avec soin. Le sens de la vérité était plus subtil, mais potentiellement plus précieux. Dans le chaos du combat, être capable de lire l'intention d'un adversaire une demi-seconde avant qu'il ne bouge pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Le deuxième jour, Garrett lui-même l'attaqua de toutes ses forces. Pas de coups retenus, pas de patience de professeur, juste la compétence brute d'un homme qui se battait depuis qu'il était assez vieux pour tenir une épée. Elle tint bon pendant peut-être 2 minutes avant qu'il ne la désarme et ne tienne sa lame d'entraînement contre sa gorge. « Vous êtes morte, » dit-il platement. Lyra respirait fort, la sueur lui piquant les yeux. « Encore, » dit-elle. Ils recommencèrent encore et encore. À la 5e tentative, elle réussit à placer sa lame contre ses côtes avant qu'il ne contre. « Mieux, » dit Garrett, « mais toujours morte. Dans un vrai combat, cette contre-attaque vous aurait ouvert la gorge. » Il lui montra où elle s'était laissée exposer, l'angle de sa garde qui avait créé l'ouverture. Ils répétèrent la correction jusqu'à ce que ses bras tremblent. Le 3e jour, ils travaillèrent sur la compétence la plus importante de toutes. Rester en vie. Votre travail n'est pas d'être une héroïne, lui dit Garrett, alors qu'il se tenait dans la cour dans l'obscurité d'avant l'aube. Votre travail est d'utiliser vos capacités, de survivre et de retourner au château dans cet ordre. Il la fit s'entraîner à la retraite, la fit passer par des scénarios où l'objectif n'était pas la victoire mais la fuite. Si ça tourne mal, dit-il, si nous sommes submergés ou pris en embuscade, vous courez. Vous ne restez pas pour vous battre. Vous n'essayez de sauver personne. Vous montez sur un cheval et vous chevauchez vers le nord jusqu'à ce que vous atteigniez les terres de Thornridge. Compris, Lyra voulait argumenter, mais elle vit le sérieux absolu sur son visage et sut que ce n'était pas négociable. Compris. Ce soir-là, la nuit avant qu'ils ne partent vers le sud, Garrett la trouva sur la plateforme de la tour Est. Elle l'avait découverte des semaines auparavant avec la clé de bronze qu'il lui avait donnée et c'était devenu son refuge privé. Un endroit pour penser, pour respirer, pour regarder les montagnes et se sentir petite d'une manière étrangement réconfortante. Il monta les escaliers sans s'annoncer et elle l'entendit d'arriver à temps pour se composer, pour cacher la nervosité qui s'était accumulée toute la journée. Ils se tinrent ensemble à la balustrade, regardant la dernière lumière s'estomper du ciel occidental. Les montagnes étaient des silhouettes noires et nettes contre des bandes d'ambre et de rose. « Avez-vous peur? » demanda Garrett. « Oui. Bien. La peur vous rend prudente. » Il resta silencieux un moment, puis « J'ai peur aussi. » Lyra se tourna pour le regarder. Garrett Thornridge, qui avait mené des armées, affronté des ennemis et gouverné un royaume pendant 11 ans, admettait sa peur. « De quoi? De vous perdre avant d'avoir eu la chance de... » Il s'arrêta. La phrase inachevée resta en suspens entre eux comme une respiration retenue. Le cœur de Lyra faisait des choses compliquées dans sa poitrine. Il tournait autour de ça depuis des semaines, des mois en fait, depuis le premier matin dans la cour d'entraînement. Toutes les choses non dites, toute la distance prudente maintenue. « Avant d'avoir eu la chance de quoi? » demanda-t-elle doucement. Garrett se tourna pour lui faire face complètement. La lumière mourante capta l'or de ses cheveux et le fit brûler. « De vous dire que ce que je ressens pour vous a cessé d'être approprié il y a des semaines, que je pense à vous constamment, que chaque matin dans cette cour a été la meilleure partie de ma journée parce que vous y êtes. » Il marqua une pause et sa voix baissa.
que je suis complètement et peut-être follement amoureux de vous et que je me bats contre ça parce que je suis le roi et que vous étiez une servante et qu'il y a des protocoles et de la politique et mille raisons pour lesquelles c'est compliqué. Lyra sentit comme si tout l'air avait quitté ses poumons. Mais demain, nous chevauchons vers quelque chose de dangereux, continua Garrett. Et je pourrais ne pas revenir. Ou vous pourriez ne pas se revenir. Et je refuse de mourir sans que vous sachiez que vous êtes la personne la plus courageuse et la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Et que si nous survivons à ça, je vais vous demander d'être ma femme. Il s'arrêta, la regarda, attendit. L'esprit de Lyra tournait à toute vitesse. Son cœur battait la chamade. Tout battait de la chamade. « Je vous aime aussi », dit-elle. Les mots sortirent légèrement essoufflés, mais absolument certains. Depuis des semaines, peut-être depuis que vous m'avez souri pour la première fois dans la cour, peut-être depuis que vous m'avez défendu à l'audience. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé, mais c'est arrivé. Elle s'approcha de lui. Et oui, 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 je vous épouserai si nous survivons à ça. Oui. L'expression de Garrett se transforma. La joie, pure et simple, traversa son visage. Il l'attira à lui, ses mains encadrant son visage avec une douceur qui contredisait sa taille et sa force. « Nous allons survivre à ça, dit-il, parce que j'ai bien trop de raisons de vivre maintenant. » Et puis il l'embrassa. Ce n'était pas leur premier baiser. Celui-là avait eu lieu des semaines auparavant, hésitant et interrogateur. Celui-ci était différent. C'était de la certitude, de la promesse et l'espoir désespéré et féroce de deux personnes qui avaient trouvé quelque chose pour quoi se battre. Quand ils se séparèrent enfin, les étoiles étaient sorties au-dessus d'eux, froides, brillantes et infinies. « Demain, dit Garrett, nous chevauchons, nous mettons fin à ça, puis nous rentrons à la maison et nous planifions un mariage. » Lyra sourit contre son épaule. « Je vous y tiendrai. » Ils chevauchèrent vers le sud à l'aube avec une compagnie de 120 soldats. Garrett menait de front, monté sur un énorme cheval de guerre gris qui semblait élevé spécifiquement pour sa taille. Lyra chevauchait à ses côtés sur une jument baie plus petite, la lame de lune attachée à sa hanche. Le voyage dura 2 semaines, vers le sud à travers les cols de montagne, descendant dans les collines des territoires frontaliers et enfin jusqu'aux terres contestées, où les forces de Cade Blackthorn avaient mené leur raid. Ils établirent leur camp dans une vallée défendable, avec des éclaireurs postés sur les hauteurs et une route de retraite claire vers le nord. Garrett ne prenait aucun risque. Le 3e jour dans le sud, un messager arriva sous drapeau de trêve. Cade Blackthorn était prêt à se rencontrer, en terrain neutre. Chaque camp pouvait amener 4 conseillers. Garrett choisit son général le plus fidèle, son chef diplomate, son maître du renseignement et Lyra. La réunion eut lieu dans un relais abandonné à mi-chemin entre leurs camps respectifs. C'était une seule grande pièce avec une table, des chaises et des fenêtres qui laissaient entrer la froide lumière d'hiver. Cade Blackthorn arriva précisément à l'heure. Il était plus jeune que Lyra ne l'avait prévu, peut-être 29 ans, avec des cheveux sombres, des traits fins et des yeux qui calculaient constamment. Il se déplaçait avec l'énergie contrôlée de quelqu'un qui avait été sous-estimé toute sa vie et avait appris à l'utiliser comme une arme. Il amena 4 conseillers. 3 étaient exactement ce que Lyra attendait, des militaires au visage dur qui semblaient manger des clous au petit déjeuner. Le 4e était différent, plus âgé, peut-être 40 ans, avec des yeux pâles et un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Quelque chose en lui donna immédiatement la chair de poule à Lyra. Ils s'assirent, Cade à un bout de la table, Garrett à l'autre. Lyra se positionna légèrement derrière l'épaule droite de Garrett, où elle pouvait voir les visages de tout le monde. « Roi Thornridge », dit Cade. Sa voix était douce, éduquée. « Merci d'avoir accepté de vous rencontrer. »« Seigneur Blackthorn », répondit Garrett d'un ton égal, « je suis ici pour comprendre ce que vous voulez et déterminer si nous pouvons parvenir à un accord sans plus d'effusion de sang. » Cade sourit. « Direct, j'apprécie ça. » Il se pencha en arrière dans sa chaise. « Ce que je veux est simple, la reconnaissance. Je contrôle les territoires du Wyoming. Je les tiens depuis 3 ans contre des défis de l'intérieur et de l'extérieur. J'ai construit quelque chose qui mérite d'être traité comme une puissance égale, pas comme une meute subordonnée. Vous voulez un siège au Conseil continental, dit Garrett. Entre l'autre chose, des ajustements territoriaux,
la priorité commerciale sur les routes de l'Est, un statut d'alliance formelle. L'expression de Garrett resta neutre, mais Lyra pouvait sentir son esprit travailler, analyser, calculer. Ce sont des demandes importantes, dit Garrett. Qu'offrez-vous en retour? La paix, dit simplement Cade. La fin des raids, des frontières sales. Un allié fiable dans ce sud. Cela semblait raisonnable, presque trop raisonnable. Lyra concentra son attention sur Cade, laissant son sens de gardienne s'étendre. La vue de la vérité qu'Aldric l'avait aidé à développer. Et elle le vit. Autour de Cade, quand il parlait de reconnaissance et d'alliance, il y avait une lueur faible mais distincte. La lumière de la vérité qui apparaissait autour des gens parlant avec une conviction sincère. Mais quand il mentionna les demandes de territoire et la priorité commerciale, rien. Juste un gris neutre. Il ne se souciait pas vraiment de ces choses. C'était des positions de négociation, rien de plus. Ce qu'il voulait vraiment, c'était être traité en égal, être vu. Mais ce n'était pas la partie intéressante. La partie intéressante était son quatrième conseiller, l'homme aux yeux pâles qui avait souri sans chaleur. Quand cet homme regarda Garrett, Lyra vit autre chose. Un scintillement d'ombre, la même ombre qui apparaissait autour des menteurs lors de son procès. Mais celle-ci était plus sombre, plus active, une intention hostile. Elle bougea légèrement, sa main se posant sur la poignée de la lame de lune. Le mouvement était subtil, mais Garrett le remarqua. Elle vit ses épaules se tendre d'une fraction. « Ces termes sont négociables, » disait Garrett, « mais j'ai besoin de l'assurance que les raids s'arrêtent immédiatement avant que nous ne formalisions quoi que ce soit. » « Bien sûr, » dit Cade. Son quatrième conseiller se pencha en avant et parla pour la première fois. « Avec respect, Seigneur Blackthorn, nous devrions presser notre avantage. Les raids ont été efficaces. Nous ne devrions pas abandonner cet avantage pour de vagues promesses. » Son nom était Vex, se souvint Lyra des rapports de renseignement. Le chef stratège militaire de Cade. Cade fronça légèrement les sourcils. « Vex, nous en avons discuté. Le but est l'alliance, pas la conquête. » « Le but devrait être tout ce qui sert au mieux nos intérêts, » dit Vex doucement. « Et je me demande si le roi Thornridge négocie de bonne foi. » L'expression de Garrett ne changea pas, mais Lyra sentit la température de la pièce chuter. « Je négocie avec la seule foi qui compte, » dit Garrett doucement. « La conviction que la paix sert nos deux peuples mieux que la guerre. » Vex sourit. De jolies paroles, mais les paroles ne coûtent rien. Et sa main bougea. Lyra le vit avant tout le monde. Vit l'ombre autour de lui s'intensifier. Vit son intention se cristalliser en action. Sa main alla à sa ceinture, à une lame dissimulée, et il se jeta sur la table vers Garrett. Lyra bougea par pur instinct. La lame de lune était dans sa main avant qu'elle ne décide consciemment de la dégainer. Elle se plaça entre Vex et Garrett, et la lame s'embrassa de lumière argentée. La barrière de lumière explosa vers l'extérieur. C'était la plus forte qu'elle ait jamais créée. Un dôme de radiance argentée qui attrapa Vex en plein saut et le projeta en arrière comme s'il avait heurté un mur de pierre. Il s'écrasa contre le mur du fond du relais et s'effondra sur le sol, inconscient. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis les trois conseillers militaires de Cade mirent la main à leurs armes. Les gens de Garrett firent de même. La pièce se remplit du son de l'acier dégainé. « Arrêtez !» La voix de Cade claqua comme un fouet. Tout le monde se figea. Cade regardait la forme inconsciente de Vex. Puis Lyra, qui se tenait toujours entre lui et Garrett, la lame de lune flamboyante entre ses mains. « Il a essayé d'assassiner le roi Thornridge, » dit clairement Lyra. « J'ai senti son intention avant qu'il ne bouge. Il allait tuer le roi et vous en accuser. » Le visage de Cade était devenu très immobile, très pâle. Lyra peut sentir la vérité et la tromperie, dit Garrett doucement, sa main sur son épaule, à la fois pour la stabiliser et avec gratitude. C'est une capacité de gardienne. Elle savait ce qu'il allait faire avant qu'il ne le fasse. Cade regarda son conseiller inconscient, puis ses militaires. Est-ce que l'un de vous était au courant de ça? Tous trois secouèrent la tête et le sens de la vérité de Lyra confirma qu'ils étaient honnêtes. Cade ferma brièvement les yeux. Quand il les rouvrit, ils étaient pleins d'une fureur froide. « Arrêtez-le, dit-il à ses hommes. Quand il se réveillera, il sera jugé pour trahison. » Il regarda Lyra. « Vous avez sauvé la vie du roi Thornridge et peut-être la mienne. Si cet assassinat avait réussi, votre peuple m'aurait blâmé. Nous aurions eu la guerre.
Il se tourna vers Garrett. « Je n'ai pas ordonné ça. Je le jure sur l'honneur de ma meute. » Le sens de la vérité de Lyra montra la lueur d'une honnêteté absolue. « Il dit la vérité, » dit-elle doucement. Garrett hocha la tête. « Je vous crois, Seigneur Blackthorn. » La tension dans la pièce s'apaisa légèrement. Les armes furent baissées, mais pas rengainées. Cade se rassit lourdement. Vex pousse à l'escalade depuis des mois. Je pensais qu'il était juste agressif. Je n'avais pas réalisé qu'il essayait de provoquer une guerre. « Pourquoi voudrait-il la guerre? » demanda Garrett. « Le chaos, » dit amèrement Cade. « Dans le chaos, les hommes ambitieux peuvent prendre le pouvoir. Si je mourais dans une guerre avec vous, Vex aurait été en position de prendre le contrôle de mes territoires. » Il regarda Garrett. « Vous avez offert une alliance, j'accepte. Pas seulement les termes que nous avons discutés, une alliance complète. Je vous aiderai à traquer tous ceux avec qui Vex a travaillé. Ça se termine ici. » Garrett l'étudia un long moment. Puis il se leva et tendit la main sur la table. « Alliance conclue. » Cade se leva et prit sa main. Ils se serrèrent la main et quelque chose qui se dirigeait vers la catastrophe se transforma plutôt en paix. Mais la paix, comme il s'est avéré, n'allait pas venir sans un dernier combat. Vex avait un frère, Victor, et Victor ne se souciait pas de la politique, de la stratégie ou des subtilités de l'Alliance. Il se souciait de la vengeance. 3 jours après la réunion, Victor mena 200 loyalistes de Vex dans une attaque contre le camp de Garrett. Ils arrivèrent à l'aube quand la lumière était encore grise et incertaine. Lyra se réveilla au son des corps et des cris. Elle attrapa la lame de lune et courut dehors pour trouver le chaos. Le camp était attaqué sur 3 côtés. Les forces de Victor étaient en infériorité numérique mais désespérées, et le désespoir les rendait féroces. Garrett était déjà au cœur de la mêlée, son épée rouge de sang, criant des ordres à ses hommes. La bataille était concentrée à l'entrée étroite de la vallée, où Victor essayait de forcer le passage. Lyra courut vers les combats, le cœur battant. Elle atteignit la position de Garrett juste au moment où un groupe de soldats ennemis franchit la ligne. Ils l'attaquèrent de 2 côtés, et il était engagé avec un 3e. Lyra leva la lame de lune, et elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais tenté auparavant. Elle créa un dôme. Pas une petite barrière, une sphère de protection complète de lumière centrée sur Garrett, s'étendant pour couvrir 50 pieds dans toutes les directions. Chaque soldat allié dans ce rayon fut soudainement protégé. Les armes ennemies frappèrent le dôme et se brisèrent. Les flèches se désintégrèrent en étincelles d'argent. Mais le coup fut immédiat et écrasant. Lyra sentit l'énergie s'écouler d'elle comme de l'eau à travers un barrage brisé. Sa vision se brouilla. Ses jambes vacillèrent. Mais elle tint le dôme. La première minute fut gérable. La lumière coulait d'elle comme l'eau d'une source, stable et forte. Elle pouvait sentir chaque soldat à l'intérieur du rayon, sentir leur soulagement, leur courage renouvelé. La 2e minute, le flux devint une rivière. Plus rapide, plus profonde. La lame de lune chaude dans ses mains, puis brûlante. À la 3e minute, sa vision commença à se rétrécir. Les bords du monde devinrent gris. Elle se concentra sur la voix de Garrett qui aboyait des ordres, ralliant les hommes. 4e minute, ses jambes tremblèrent. La sueur coulait sur son visage malgré le froid de l'hiver. Une flèche frappa le dôme directement au-dessus de sa tête et explosa en étincelles d'argent. L'impact traversa la barrière, l'épée, jusqu'à ses os. 5e minute, elle goûta le cuivre. Du sang de son nez, réalisa-t-elle vaguement. Le dôme vacilla une fois. Elle le ramena à la stabilité par pure volonté. 6e minute, le monde était très petit maintenant. Juste elle, l'épée, le dôme, les hommes à l'intérieur qui étaient encore en vie parce qu'elle était encore debout. 7e minute, ses genoux fléchirent. Elle les verrouilla, se tint debout. La lame de lune hurlait dans ses mains, un son aigu que seule elle pouvait entendre, disant presque, semblait-il, « Tiens bon, presque ». 8e minute, la voix de Garrett. « Archers, prêts, à mon signal, maintenant !» 20 flèches volèrent, 20 soldats ennemis tombèrent. Le vent avait tourné. Lyra laissa le dôme s'effondrer. L'épuisement la frappa comme un coup physique et elle tomba à genoux. Le monde bascula et devint gris, puis Victor lui-même apparut. Mais à travers la brume, elle vit Garrett rencontrer la charge de Victor. Ils se battirent au centre du champ de bataille, et ce fut brutal
désespéré et bien trop serré. Victor était plus fort, mais Garrett était plus rapide, plus habile, plus contrôlé. Ils se tournèrent autour, échangèrent des coups qui sonnaient comme un marteau sur une enclume. Et puis Garrett trouva son ouverture, une légère surextension de la part de Victor. Un moment où sa garde était trop large, la lame de Garrett glissa et trouva la gorge de Victor. Ce fut une mise à mort nette, précise et professionnelle. Victor tomba et avec lui, le combat quitta ses partisans. Ils se dispersèrent, certains se rendirent, d'autres s'enfuirent dans les collines. La bataille était terminée. Garrett se tourna, balayant frénétiquement le champ de bataille du regard. Il trouva Lyra à genoux, la lame de lune toujours entre ses mains, le visage pâle et tiré. Il courut vers elle. « Je vais bien, dit-elle avant qu'il ne puisse demander. Juste épuisé. Le dôme était plus grand que tout ce que j'ai jamais fait. » Garrett s'agenouilla à côté d'elle et la prit dans ses bras. « Vous avez sauvé 50 hommes, dit-il d'une voix rauque. Vous m'avez sauvé. »« Nous sommes quittes alors, dit Lyra, s'appuyant lourdement contre lui. « Vous m'avez sauvé plus de fois que je ne peux compter. » Il embrassa le sommet de sa tête. « Rentrons à la maison, dit-il. Finissons-en et rentrons à la maison. » Ils retournèrent au château de Thornridge 3 semaines plus tard, victorieux, épuisés et changés. Kate Blackthorne vint avec eux pour formaliser l'alliance et prêter serment devant le conseil. La cérémonie eut lieu dans la grande salle, dans le même espace où Lyra avait tiré l'épée, où elle avait été jugée et validée. Et cette fois, la salle était pleine de célébrations plutôt que de suspicions. Kate s'agenouilla devant Garrett et jura fidélité. Des accords commerciaux furent signés, des frontières furent formalisées, et quand ce fut fait, quand les nécessités politiques furent terminées, Garrett se leva et s'adressa à la salle. « Il y a une dernière affaire, dit-il. » Il se tourna vers Lyra, qui se tenait à côté du trône dans ses vêtements blancs de gardienne, la lame de lune à sa hanche. « Lyra Whitmore, gardienne de la lame de lune, fille de l'ancienne lignée, me feriez-vous l'honneur de devenir ma femme et la reine de ces territoires? » Ce n'était pas la demande en mariage privé sur la tour. C'était public, formel, attesté par la cour et le conseil. Mais Lyra n'hésita pas. « Oui, dit-elle clairement, je le veux. » La salle éclata en acclamations, et Ravencroft, debout au bord de la foule, leva sa coupe dans un petit salut privé. Il s'était trompé sur beaucoup de choses, mais il apprenait. Le mariage eut lieu au solstice d'été. La grande salle fut transformée. Des bougies blanches dans des chandeliers d'argent, des centaines, donnant à l'espace de pierre l'impression d'une cathédrale de lumière. Le sol était couvert de fleurs blanches et argentées qu'Aldric avait identifiées dans les archives des gardiens. Tout le royaume vint. Nobles et roturiers remplirent la salle et se déversèrent sur les terres du château. Lyra descendit l'allée en blanc, la lame de lune à sa hanche, ses cheveux blancs déliés et tombant sur ses épaules comme une rivière de clair de lune. Garrett l'attendait au centre de la salle, et quand elle l'atteignit, ses mains se levèrent pour encadrer son visage avec une tendresse qui fit pleurer la moitié de la salle. Les vœux furent prononcés, les anciens mots et les nouveaux. Quand la cérémonie arriva au moment des vœux personnels, Garrett parla le premier, sa voix basse mais portant à travers la salle silencieuse. « Il y a des années, vous m'avez dit que vous nettoyiez les sols, et je vous ai dit que cela ne changeait rien à ce qui était dans votre sang. » Il marqua une pause, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Aujourd'hui, je vous dis que vous êtes la personne la plus magnifique que j'ai jamais connue, et je suis honoré au-delà de toute mesure de me tenir à vos côtés. » Les yeux de Lyra brillaient de larmes, mais sa voix était stable. « Et je vous dis que je n'étais qu'une fille qui nettoyait les sols quand vous m'avez vu, vraiment vu. Vous m'avez donné une épée, un but et un foyer. Aujourd'hui, je vous donne ma main, mon cœur et mon avenir. » Et quand Garrett reçut la permission d'embrasser sa mariée, il le fit avec l'intention posée d'un homme qui a tout ce qu'il veut et refuse d'être pressé. La lame de lune pulsa une fois, chaude et approbatrice. 4 mois après le mariage du solstice d'été, par une fraîche soirée d'automne où les feuilles devenaient dorées à l'extérieur de leurs fenêtres, Lyra annonça à Garrett qu'elle était enceinte. Sa réaction fut tout ce qu'elle aurait pu espérer. Joie et terreur mélangées à parts égales. « Ma mère est morte en couche, dit-il doucement cette nuit-là, la tenant près de lui. Je suis terrifié à l'idée de vous perdre. Le sang des gardiens est fort, dit Lyra, posant sa main sur son cœur. Je ne vous quitte pas.
Nous allons être terribles à ça parfois, et extraordinaires parfois, et nous allons apprendre ensemble. Il pressa son front contre le sien, son geste le plus intime. Promettez-le-moi, murmura-t-il. Je le promets. Séraphina naquit à la fin du printemps, après un travail difficile mais pas dangereux. Elle vint au monde avec des cheveux d'or pâle qui bouclaient doucement contre sa tête et des yeux gris qui avaient des éclats d'argent quand la lumière les attrapait bien. Garrett pleura quand il la tint pour la première fois, pleura vraiment, des larmes coulant sur son visage. Merci, dit-il à Lyra, sa voix rauque d'émotion. Merci de ne pas m'avoir quitté. Elle est à nous, dit doucement Lyra. Elle est absolument à nous. Les 6 mois qui suivirent furent un tourbillon de changements. Lyra établit le Conseil des gardiens, un organe formel qui conseillait la couronne sur les questions de justice et de vérité. Pour la première fois dans l'histoire du royaume, 3 représentants Oméga obtinrent des sièges au Conseil. La loi sur les procès de mérite fut adoptée, permettant à quiconque, quel que soit son rang, de postuler à des postes d'autorité. 5 anciens serviteurs réussirent des procès et furent promus à des postes dans l'administration des gardiens. Une école fut ouverte pour les enfants de Béran. 200 élèves s'inscrivirent le premier mois, dont 47 d'Oméga qui n'avaient jamais eu accès à l'éducation auparavant. Les réformes se répandirent dans le royaume comme des ondulations d'une pierre jetée dans une eau calme, et à travers tout cela, Séraphina grandit. À 6 mois, lors de sa cérémonie de nomination, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Lyra la tenait, marchant à travers la cérémonie avec la lame de lune à sa hanche, comme l'exigeait la tradition. Séraphina tendit une petite main et attrapa la poignée. La lame pulsa, pas un réveil complet, mais une reconnaissance, une salutation. La salle halta collectivement. Lyra baissa les yeux sur sa fille, sur ses yeux gris argentés qui regardaient l'épée brillante avec une fascination absolue. La lignée continue, dit Lyra à la foule assemblée. L'alliance est maintenue. 7 ans plus tard, Lyra trouva sa fille dans les archives avec Maître Aldrich. Séraphina était penchée sur un texte ancien, ses cheveux d'or pâle tombant sur son visage. Son expression d'une concentration totale. « Maître Aldrich, dit-elle sans lever les yeux. Je veux tout apprendre sur les gardiens. » Aldrich, maintenant âgé de 72 ans et encore plus ravi de la vie qu'auparavant, la regarda par-dessus ses lunettes. « C'est très ambitieux, jeune fille. »« Je sais, » dit sérieusement Séraphina. « Le sang de ma grand-mère est en moi. » « Commençons. » Aldrich envoya une note à Lyra ce soir-là. « Elle va être extraordinaire. Soyez prévenus. Elle a déjà la mémoire. » Lyra montra la note à Garrett cette nuit-là alors qu'il se tenait sur la plateforme de la tour Est, regardant les montagnes s'estomper dans le crépuscule. « Elle va changer le monde, » dit Garrett. « Elle le fait déjà, » répondit Lyra. « Tout comme son père le fait, tout comme sa mère le fait. » Ils se tinrent ensemble dans la lumière déclinante, et en dessous d'eux, le château brillait de la lumière chaude des lampes, et au-delà, le royaume s'étendait, paisible et prospère. Et dans les appartements royaux, la lame de lune était accrochée au mur, sa lueur argentée et stable veillant sur 3 générations. L'alliance maintenue, la lignée sécurisée, le royaume transformé. Lyra pensa à la comptine de sa mère, celle qui avait tout commencé. Ceux qui portent la lune dans leur sang n'ont pas à craindre l'obscurité, car l'obscurité a été faite pour leur montrer le chemin du retour. Elle avait trouvé son chemin vers la maison et elle avait apporté la lumière avec elle.